Bienvenue sur Noctis Histoire. Ici, quand la nuit s'installe, l'histoire murmure ses parts les plus sombres. Installez-vous, écoutez lentement et laissez le passé vous guider vers le sommeil. Ce soir, nous entrons dans les villas romaines, où le destin ne leur appartenait pas. Rome célébrait la famille et l'honneur du sang. Pourtant, un enfant pouvait naître du maître et rester sa propriété. Dans cet empire de loi, la maternité n'était pas un lien, c'était un calcul. La nuit descend sur la grande domus. Les lampes à huile tremblent contre les fresques colorées. Au fond du couloir, un murmure étouffé traverse l'air lourd. Si ces voyages nocturnes vous touchent, soutenez la veille discrète par un like et un abonnement. Dites-moi doucement d'où vous écoutez cette nuit. Nos voix se rencontrent au-delà des siècles. Baissez légèrement la lumière autour de vous. Laissez le monde moderne s'éloigner. Respirez plus lentement, comme si le marbre retenait encore la chaleur du jour. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain paraît invincible, mais une autre loi s'écrit loin du marbre. La règle tient en quelques mots latins. Partus sequitur ventrem. L'enfant suit le ventre. Vous entendez la formule dans une salle fraîche. Un juriste la prononce sans lever la voix. Il parle comme on énonce une évidence météorologique. La loi aime les phrases courtes. Dans la domus, une femme respire lentement. Sa main repose sur son ventre arrondi. Le marbre sous ses pieds conserve la fraîcheur du soir. Elle ne décide pas du destin qui grandit en elle. À Rome, le statut passe par la mère. Si elle est libre, l'enfant est libre. Si elle est esclave, l'enfant l'est aussi. Le père peut être puissant, respecté, même sénateur. La loi ne s'en émeut pas. Vous traversez l'atrium aux colonnes blanches. Le maître discute de politique et de récolte. Il peut aussi être le géniteur. Cela ne modifie rien dans les registres. Le sang n'a pas d'argument face au droit. La ressemblance ne compte pas dans les archives. Un regard partagé ne change pas le statut. Rome préfère la clarté juridique à l'ambiguïté affective. Vous imaginez un enfant aux traits familiers. Il grandit dans la même maison que son père. Il sert au banquet. Il baisse les yeux au passage de celui qui l'a engendré. Personne ne corrige cette scène. La règle protège l'ordre social. Elle évite les conflits d'héritage. Elle préserve les patrimoines. Elle rend la filiation secondaire quand la propriété est en jeu. La logique est simple, presque élégante. Un système stable rassure les élites. Dans les traités juridiques, tout semble cohérent. La phrase s'inscrit dans la continuité du droit romain. Elle paraît technique. Elle semble neutre. Les mots n'élèvent jamais la voix. Vous sentez pourtant le poids discret de cette neutralité. Une phrase peut contenir des générations entières. Une règle peut façonner des vies silencieuses. Certains maîtres affranchissent la mère avant l'accouchement. Alors, l'enfant naît libre. Ces cas existent. Ils restent exceptionnels. L'exception confirme surtout la règle. Le plus souvent, rien ne change. L'enfant hérite du statut maternel. Le ventre transmet plus qu'un corps. Il transmet une condition. Vous entendez les pas dans le couloir. La lampe vacille contre le mur peint. La maison continue de respirer calmement. Rome aime croire qu'elle a codifié la justice. Elle a surtout codifié la hiérarchie. Et parfois, une civilisation tient tout entière dans une phrase de 6 mots. La lampe projette une lumière dorée sur la table. L'odeur d'huile chaude flotte doucement dans l'air du soir. Vous entendez le stylet gratter la cire avec régularité. Un juriste trace le mot « res » sans hésitation. Le terme signifie simplement une chose possédée. La neutralité du vocabulaire rassure les consciences.
Dans la cour intérieure, une femme soulève un seau d'eau. Son geste est précis, presque élégant. La loi ne décrit pas son visage, elle décrit sa valeur dans un inventaire. À Rome, un esclave appartient au patrimoine. Comme une vigne soigneusement entretenue, comme un cheval robuste dans l'écurie. La comparaison semble technique, presque agricole. Varro distingue les outils muets, les outils semi-vocaux et les outils parlants. Les esclaves entrent dans cette dernière catégorie. La classification paraît méthodique, presque scientifique. Le ton reste calme, parfaitement rationnel. Vous traversez un domaine vaste sous un ciel pâle. Le propriétaire compte les sacs de blé alignés contre le mur. Il compte aussi les bras disponibles pour la prochaine saison. Le calcul ne s'arrête pas aux récoltes. Columel conseille d'encourager la fécondité des esclaves. Il parle d'efficacité et de stabilité du domaine. Produire sa propre main-d'œuvre coûte moins cher que l'acheter. L'argument est présenté comme une simple évidence économique. Vous sentez la fraîcheur du marbre sous vos pieds. Le mot « fruit » apparaît dans un traité juridique. Les enfants d'une esclave sont considérés comme le produit du bien. La métaphore agricole se glisse dans le droit civil. Le ventre devient alors une source de rendement. La maternité entre dans une logique comptable. Les émotions ne figurent dans aucun tableau. Certains maîtres accordent des privilèges aux femmes qui donnent naissance, une réduction de travail, parfois une promesse de liberté. Le geste peut sembler généreux, il reste inscrit dans une stratégie de production. Vous entendez des rires au banquet dans l'atrium voisin. Les invités parlent de philosophie et de vertu. La conversation ignore les chambres plus silencieuses. La prospérité repose pourtant sur ces pièces discrètes. Un domaine stable dépend d'une population stable. Une esclave avec des enfants fuit moins facilement. L'attachement devient un instrument de contrôle efficace. L'amour maternel sert parfois d'ancrage involontaire. Le système n'élève pas la voix. Il fonctionne avec méthode et continuité. Il transforme la vie en ressources renouvelables. Vous levez les yeux vers les colonnes blanches éclairées par la lune. Elles semblent solides, presque éternelles. Leur stabilité repose sur des calculs invisibles. Rome appelait cela « gestion prudente du patrimoine ». La nuit enveloppe les colonnes de marbre blanc. Le silence de l'atrium semble presque solennel. Vous entendez au loin une discussion calme et érudite. Dans cette maison éclairée par des lampes fines, on parle de justice et de nature humaine. On cite les stoïciens avec assurance tranquille. On évoque la vertu comme un idéal accessible. Sénèque écrit que l'esclave est un homme. Il rappelle qu'il respire le même air. Il insiste sur la fraternité du destin humain. Les phrases sont nobles et parfaitement construites. Vous traversez la salle aux fresques colorées. Des serviteurs se déplacent en silence près des tables basses. Certains portent des visages familiers au maître. La ressemblance ne trouble personne. Le philosophe rentre chez lui après son discours. Il possède des centaines d'esclaves. Il les administre avec méthode et discipline. La pensée et la pratique vivent côte à côte. Rome aime se voir comme un modèle de civilisation. Elle bâtit des routes droites et des lois précises. Elle rédige des traités sur l'équité et la raison.
Elle érige des statues à la gloire de la sagesse. Vous sentez la fraîcheur du marbre sous vos doigts. Les murs semblent incarner la stabilité morale. Pourtant, derrière chaque mur, une autre réalité respire. Un enfant au trait du maître sert au banquet. Il baisse les yeux avec application. Personne ne prononce le mot « fils ». Le registre dit simplement « propriété ». La cohérence juridique protège l'ordre social. La cohérence morale s'adapte discrètement. La contradiction ne provoque pas de crise. Elle devient habitude. Vous entendez un éclat de rire étouffé. Les convives discutent de tempérance et de modération. Un esclave remplit les coupes avec précision. La scène paraît harmonieuse. Rome n'ignore pas ces tensions. Elle choisit de les encadrer. La hiérarchie reste plus solide que l'inconfort moral. Le système fonctionne tant que chacun joue son rôle. Vous levez les yeux vers les étoiles au-dessus du toit ouvert. Elles brillent avec indifférence paisible. Le monde continue sans s'arrêter sur les paradoxes. Les idées élevées et les pratiques ordinaires cohabitent. Elles ne s'annulent pas, elles se soutiennent même parfois. Le marbre reflète la lumière des lampes. La philosophie reflète une image idéale de l'homme. La maison, elle, fonctionne selon d'autres règles. Rome se pensait cohérente. Elle était surtout confortable avec ses contradictions. La cour intérieure respire sous la lune claire. L'eau du bassin reflète les colonnes blanches. Vous entendez des voix graves discuter d'héritage. À Rome, le nom compte plus que l'affection. Le nomen protège la lignée. La transmission du patrimoine exige précision et vigilance. Chaque famille surveille la pureté de son arbre généalogique. Vous traversez un couloir pavé de mosaïques froides. Un jeune serviteur porte un plateau d'argent. Ses traits rappellent étrangement ceux du maître. Le regard glisse sur lui sans s'arrêter. Il porte le même sang. Il ne porte pas le même statut. La loi tranche sans hésitation. Le ventre décide du rang social. Le père peut être puissant et respecté. La règle reste indifférente à la ressemblance. Vous comprenez alors le déséquilibre discret. Un enfant peut être à la fois héritier biologique et propriété légale. Cette coexistence trouble les fondations invisibles du pouvoir. La maison continue pourtant de fonctionner sans heurts apparents. Rome protège avant tout l'ordre patriarcal. Le patrimoine doit circuler dans des voies sûres. La filiation officielle ne tolère aucune ambiguïté. Un doute sur la lignée menace plus qu'un conflit armé. Vous sentez la fraîcheur du marbre contre votre paume. Les murs semblent solides et éternels. Ils cachent pourtant des calculs précis et silencieux. Si le sang suffisait, la hiérarchie vacillerait. Si l'affection l'emportait, l'autorité se fissurerait. La loi garantit que la propriété domine la biologie. Le père peut reconnaître en silence un regard familier. Il peut détourner les yeux lors d'un banquet. La stabilité sociale vaut plus que l'élan du cœur. La cohérence juridique rassure les convives. Vous observez la table dressée sous les lampes. Les discussions portent sur les alliances et les dots. Le mot héritage revient souvent dans la conversation. Personne ne mentionne les visages semblables près des murs. La société romaine ne redoute pas les enfants. Elle redoute la confusion des droits. Un enfant reconnu pourrait réclamer une part. Un fils invisible pourrait troubler la succession. Le silence devient alors stratégie. La distance devient discipline. La loi sert de barrière invisible entre le sang et la propriété. Vous levez les yeux vers les étoiles au-dessus du toit ouvert. Elles brillent sans distinction de rang. La maison, elle, distingue avec précision. Rome se pense maîtresse du monde. Elle se montre surtout experte en classification. Et parfois, la peur la plus profonde n'est pas une peur d'un ennemi extérieur.
C'est la peur d'un enfant qui ressemble trop au maître. Le soir descend lentement sur les toits de Rome. Les torches projettent une lumière stable sur la pierre. Vous entendez le pas régulier des sandales sur le pavé. Rien ne semble extraordinaire dans cette scène. Les marchands ferment leurs étals avec méthode. Les familles rentrent chez elles sans agitation. La ville respire avec une constance rassurante. C'est ainsi que fonctionne une grande puissance. Elle ne s'impose pas toujours par le bruit. Elle s'impose par la répétition quotidienne. Le système n'a pas besoin de discours enflammés. Il n'a pas besoin de justification constante. Il existe parce qu'il est admis comme normal. Vous traversez un portique où discutent des sénateurs. Ils parlent d'équilibre et de stabilité sociale. Leur voix est calme, presque détachée. À quelques pas, un esclave porte un plateau sans être regardé. Personne ne semble troublé par la scène. La hiérarchie paraît naturelle, presque évidente. La structure sociale repose sur cette évidence. Lorsque quelque chose devient légal, il devient familier. Lorsque quelque chose devient familier, il cesse de choquer. Lorsque cela cesse de choquer, il s'enracine. Vous sentez la fraîcheur du marbre sous vos doigts. La pierre est lisse parce qu'elle a été touchée souvent. Le pouvoir fonctionne de la même manière. Il devient lisse à force d'être répété. Les philosophes écrivent sur la vertu et la maîtrise de soi. Les législateurs rédigent des règles précises et détaillées. Les propriétaires administrent leur domaine avec discipline. Tous vivent dans la même architecture morale. La contradiction ne provoque pas de crise ouverte. Elle se fond dans le décor quotidien. Elle devient une habitude confortable. Vous observez un enfant courir dans l'atrium éclairé. Il rit brièvement avant d'être rappelé au silence. Personne ne commente la nature de son statut. Le mot propriété circule sans émotion. La force de Rome ne réside pas seulement dans ses légions. Elle réside dans sa capacité à rendre l'ordre incontestable. Elle réside dans l'absence de surprise. Un système vraiment puissant n'a pas besoin de se cacher. Il se montre au grand jour sans provoquer d'indignation. Il devient invisible par excès de visibilité. Vous levez les yeux vers les colonnes alignées. Elles semblent immuables sous la lumière lunaire. Elles ne tremblent pas parce qu'elles ne sont jamais remises en question. Rome ne gagne pas seulement par la conquête. Elle gagne en transformant le pouvoir en routine. La nuit se referme doucement. Les torches s'éteignent une à une. Le marbre conserve encore la chaleur du jour. Dans la domus silencieuse, l'huile des lampes brûle plus lentement. Un couloir reste immobile sous les fresques pâlies. Le parfum discret des jardins flotte encore dans l'air tiède. Les voix se sont tues depuis longtemps. Les registres sont refermés sur la table. Les colonnes blanches gardent leurs secrets sans trembler. Nous laissons derrière nous ces chambres basses. Nous quittons les pas feutrés sur les mosaïques froides. Nous refermons la porte sans bruit, comme on ferme un livre ancien. La ville éternelle s'éloigne doucement. Les étoiles au-dessus de Rome brillent avec indifférence. Le passé reprend sa place dans l'ombre. Vous revenez lentement à votre propre nuit. La lumière autour de vous paraît plus douce. Votre respiration retrouve un rythme paisible.
L'histoire ne cherche pas toujours à frapper. Elle préfère parfois murmurer. Ce soir, elle a simplement laissé une empreinte légère. Si ce voyage vous a touché, vous pouvez laisser un signe discret, un like posé calmement, un partage murmuré à voix basse, un abonnement comme une veilleuse pour la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté avec attention tranquille. Merci d'avoir marché sans bruit dans ces couloirs anciens. La nuit garde encore d'autres récits à dévoiler. Nous les ouvrirons avec la même douceur. Au revoir. Nous nous reverrons.